Alors, bonjour à tous et puis merci de nous avoir choisis ce soir. Euh, je sais que dans le public, il y a beaucoup de kinés et de médecins. C'était clairement l'objectif de ce webinaire. Bienvenue. Donc, on va commencer par se présenter. Moi, je suis Étienne Miraud, de formation neurochirurgien, mais chirurgien de rachis pur maintenant. J'ai été formé pendant 4 ans à l'hôpital Beaujon, puis un peu plus de 10 ans à l'hôpital Foch et maintenant je suis installé à la clinique Arago dans cette belle équipe de chirurgie rachidienne. Bonsoir, mon nom est Philippe Bancel. Je travaille avec Étienne depuis un bon moment. On forme une équipe, je dirais, catalytique. Alors moi, je suis orthopédiste, également uniquement chirurgien du rachis. J'ai été formé à l'hôpital Cochin et à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul. Mon patron est Jean Dubousset et je fais de la chirurgie de l'adulte et de l'enfant. Avant de commencer le webinaire, je voulais remercier Méridique Santé, Étienne aussi. On s'est mis d'accord sur ces remerciements. Remercier également les techniciens, Stéphanie Laguiné, puis remercier déjà l'auditoire qui a eu la gentillesse de s'inscrire et de nous écouter malgré la communication ministérielle. Alors, je crois que c'est Étienne qui commence la première diapositive. Oui, alors on va alterner. Voici un peu les objectifs qu'on s'était fixés. On va bien évidemment revenir sur un certain nombre de bases anatomiques et physiopathologiques, mais je vous rassure, on va faire ça assez vite. On reviendra sur la clinique et la paraclinique parce qu'on sait qu'il y a souvent des questions sur quels sont les examens qu'il faut faire chez ces patients dans la pathologie de sciatique quand elle est commune ou quand elle est un petit peu plus compliquée. On évoquera bien évidemment les urgences chirurgicales pour pas passer à côté. On abordera le traitement médical et on passera surtout du temps sur les indications chirurgicales, en sachant que toute la présentation que on fait là avec le pronostic et le suivi a pour objectif d'ouvrir à des questions auxquelles on répondra avec grand plaisir à la suite de cette présentation. Alors, c'est moi qui me lance dans les rappels anatomiques. Encore une fois, je ne veux pas prendre trop de temps sur ce sujet, puisque la plupart d'entre vous, même probablement la totalité d'entre vous, vous connaissez déjà tout ça très bien. Donc, très rapidement, le corps vertébral séparé par le disque. Il y a forcément un petit bombement, surtout avec le temps. Il ne faudra pas forcément appeler ça tout de suite une hernie discale. De part et d'autre, vous avez un ligament extrêmement solide, enfin, théoriquement extrêmement solide, le ligament commun vertébral antérieur et le ligament commun vertébral postérieur. Ensuite, l'arc postérieur avec les pédicules, les articulaires, les lames, les épineuses et tout le matériel ligamentaire, le ligament jaune, la capsule articulaire, le ligament interépineux et le ligament supraépineux. Vous avez ici une coupe qui est assez intéressante pour la pathologie dont on parle aujourd'hui, où on voit bien ce disque qui est retenu théoriquement par le ligament commun vertébral postérieur. Et on verra tout à l'heure dans la physiopathologie que potentiellement ce disque dégénératif peut venir bouger, sortir vers l'arrière et entrer en conflit avec les structures neurologiques qui sont dans le canal rachidien. Voilà une autre vue intéressante. On reviendra avec un peu plus de précision tout à l'heure sur la concordance entre la localisation de la hernie et la souffrance spécifique d'un nerf. Sachez toutefois dès maintenant qu'il y a une subtilité qu'il faut bien comprendre, c'est que le nerf qui va sortir du fourreau dural dans le canal rachidien sort de ce fourreau dural à l'étage supérieur par rapport au foramen d'où il sort. Alors, je prends l'exemple de la racine S1 que vous voyez sortir ici entre la vertèbre L5 et la vertèbre S1. Il faut savoir que ce nerf L5 est sorti de son fourreau dural à l'étage supérieur, c'est-à-dire à l'étage L4-L5. On reviendra là-dessus pour bien comprendre pourquoi une hernie donne plutôt une sciatique dans un territoire ou un autre. Donc, le foramen, c'est l'endroit où passe le nerf pour sortir de la colonne vertébrale. Il est limité par les deux pédicules, par le corps vertébral en avant, et on peut bien voir ici sur l'axial que la limitation se fait aussi par
l'articulation postérieure, ce d'autant que lorsqu'on a des phénomènes dégénératifs qui se sont déjà installés, cette articulation postérieure que vous voyez ici est souvent hypertrophique du fait de l'arthrose osseuse, des hypertrophies ligamentaires, de l'hypertrophie également capsulaire, et souvent le nerf qui passe à cet endroit-là peut être comprimé à la fois par le disque qui déborde, par cette fameuse hernie dont on a beaucoup parlé, mais aussi par l'articulaire postérieur potentiellement dégénératif qui est en arrière. Il y a une espèce de marteau qui vient d'avant et d'enclume qui est représenté par cette articulation postérieure. L'espace entre les deux, c'est ce qu'on appelle le récessus, dans lequel vient se loger justement ce nerf qui est déjà sorti du fourreau dural et qui va se glisser sous le pédicule pour aller vers le foramen. Voilà encore d'autres images où on vous montre le corps vertébral avec de l'os spongieux, de l'os cortical, le canal rachidien, les pédicules et les articulaires. Et une image assez intéressante ici où on peut voir les cartilages de part et d'autre sur les plateaux des vertèbres qui ne vont pas jusqu'au bout, et le disque intervertébral qui est constitué de deux éléments, d'un nucleus pulposus et d'un annulus un peu plus rigide, tout du moins quand il est dans une situation physiologique. Il faut savoir que, comme je l'ai noté ici, cette structure de disque intervertébral est absolument avasculaire. C'est un détail anatomique qui est important d'évoquer parce qu'il faut bien comprendre que vous pouvez donner tous les médicaments que vous voulez, vous n'agissez certainement pas sur le disque, parce qu'il n'y a pas de vascularisation, il n'y a pas de cellules. Donc, les médicaments n'agissent pas du tout sur une hernie discale. Ils vont agir sur l'environnement de l'hernie discale, sur de l'inflammation, en particulier l'inflammation du nerf, mais certainement pas sur le disque lui-même et sur sa. Voilà, encore quelques détails que vous pouvez de toute façon retrouver assez facilement sur la structure à la fois du nucleus pulposus et de l'annulus, pour vous montrer que cet annulus est une structure théoriquement très rigide, constituée de multiples couches, qui doit maintenir en son sein le nucleus pulposus. C'est la dégénérescence dont va nous parler Philippe de cette structure qui va conduire progressivement, mais parfois brutalement, à une hernie discale. Voilà, je sais. Alors, merci Étienne. Juste pour vous rappeler que l'école française a joué un rôle majeur dans la compréhension de la sciatique et après la compréhension de la sciatique jusqu'aux gestes thérapeutiques, notamment chirurgicaux. Alors, quelques noms, parce qu'il est important de rappeler qu'au cours de l'histoire, la sciatique était mal comprise. Et c'est d'abord les Italiens qui ont découvert qu'il existait une irritation nerveuse qui expliquait cette douleur. Après, au cours de l'histoire, Charles Lasègue a décrit sa symptomatologie par élévation de la jambe qui mettait en traction le nerf sur la hernie discale. Il ignorait qu'il y avait une hernie discale à l'époque, mais il a découvert ce signe qui est le signe de Lasègue et qui est encore utilisé aujourd'hui. C'est Dégérine qui a compris qu'en fait, la sciatique n'était pas tronculaire, parce que les nerfs étaient connus, hein, on faisait de l'anatomie, de la dissection, mais c'est Dégérine qui a mis en évidence l'origine radiculaire, donc intrarachidienne, de la sciatique. Et l'école de neurochirurgie, avec toute la descendance ensuite de Sicard, qui ont été les premiers à comprendre, à faire le lien entre la radiculalgie et sa cause, et de proposer des gestes thérapeutiques. Il y a des grands noms comme Forestier qui a fait sa thèse justement sur la sciatique, et des noms comme Alajoanine et Petit Dutailly. Et quand vous traversez la PHP, que vous faites votre internat, vous voyez qu'il y a beaucoup de pavillons qui gardent des noms comme ça très importants. Et bien évidemment, il ne faut pas oublier Stanislas de Sèze qui a beaucoup participé à la compréhension de l'altération dégénérative du rachis. C'est non seulement, comme l'a dit tout à l'heure, les altérations postérieures avec les articulaires postérieurs, mais les altérations antérieures. Alors, je continue avec le rôle mécanique du disque. Je ne reviens pas sur l'anatomie du disque puisque
Étienne a fait l'exposé brillant sur justement cette anatomie pour savoir qu'effectivement, il y a deux forces qui s'exercent sur le disque. Une force qui est une force de compression, et ce sont des contraintes en compression qui s'exercent surtout sur le nucléus, et plutôt des contraintes en tension sur l'annulus. Alors pourquoi c'est important? On peut bien comprendre que si l'annulus commence à avoir des signes de faiblesse, eh bien les tensions qui vont s'exercer et qui seront trop importantes vont conduire à une déchirure de cet annulus. Et comme il y a une contrainte en pression sur le nucléus, on peut comprendre le phénomène, je dirais mécanique, de hernie discale, de déchirure de l'annulus et de protrusion, puis de hernie discale du nucléus. Voilà, je crois que je repasse la parole à Étienne. Ouais. Ah non, il fallait que je parle de la genèse de la dégradation discale. Alors, il y a eu deux théories qui se sont opposées et des théories qui sont beaucoup plus récentes, qui sont des théories biochimiques et biologiques. Et ces théories, dont on ne va pas rentrer dans les détails, c'est une activation de processus inflammatoires où les anti-TNF et les lymphocytes apparaissent et qui est la genèse de l'altération discales qui conduisent à terme à la hernie discale. C'est pour ça que, à l'opposé, la consection traumatique où on a un phénomène forcé par pression ou hyperpression sur le nucléus avec déchirure postérieure de l'annulus, on a deux conceptions qui sont un peu différentes, mais qui expliquent, on le verra tout à l'heure, la symptomatologie. Il y a des malades qui vous disent j'ai fait un énorme effort de soulèvement et hop, douleur atroce et apparition de la sciatique. Donc là, on est plutôt dans la conception traumatique. À l'inverse, vous avez des malades qui vous disent je n'ai jamais eu de problème de dos, puis lentement, j'ai commencé à avoir des lombalgies et apparaît un jour une sciatique. Donc, c'est deux théorèmes qui ne sont pas les mêmes, qui sont complémentaires. Et la diapositive qui va être, je crois, présentée, c'est encore toi, par moi, montre en fait les deux processus sont interactifs. Il y a une irritation mécanique, compression-traction, il y a une irritation chimique, donc il y a une activation de protéines qui conduit finalement à une inflammation intraneurale. Et on a pu observer sur le plan histologique de l'ischémie, de l'œdème, de la fibrose et de la linéalisation qui conduisent à donc une irritation nerveuse, à la fois mécanique et chimique, qui conduisent à un déficit sensitivo-moteur, pas toujours, une hyperexcitabilité, une douleur. Alors parfois, on a tout, c'est-à-dire on a la douleur, l'hyperexcitabilité, le déficit sensitivo-moteur, et puis parfois un seul élément s'exprime de déficit, et ça on le reverra tout à l'heure lors de l'exposé clinique que va nous faire Étienne. Je crois que oui, très clairement, pour rajouter un petit mot, c'est qu'on n'arrive toujours pas à trancher sur cette origine mécanique ou chimique. Moi, ça fait que 20 ans que j'assiste au congrès, mais à chaque fois, ces discussions entre la poule et l'œuf se terminent par on ne sait pas, c'est probablement les deux, lequel a commencé, on répondra probablement jamais. Alors, moi, je vais vous reparler finalement un petit peu d'anatomie, mais d'anatomie pathologique cette fois-ci. Et c'est pour ça que j'avais déjà un peu évoqué le trajet des nerfs et que je vous avais bien expliqué qu'un nerf, en fait, il sort à l'étage du dessus du fourreau dural et va sortir du foramen en dessous. Voilà. Et souvent, les schémas que vous voyez, comme celui-ci, vous font croire que la hernie discale, qui est ici schématisée en L4, L5, va provoquer une souffrance de la racine L4, c'est-à-dire celle qui sort entre L4 et L5. C'est parfois vrai, mais c'est rarement vrai. Le plus souvent, quand on a une hernie discale en L4, L5, elle ne va pas appuyer sur la racine qui sort en L4, L5, elle va appuyer sur la racine qui passe en L4, L5 et qui va sortir en L5, L5, c'est-à-dire la racine L5. On comprend mieux peut-être en regardant ce schéma axial. Imaginons qu'on soit ici en L5, S1, par exemple. Vous avez ici une belle hernie, donc L5, S1 paramédiane gauche. Vous voyez bien qu'elle ne vient pas en conflit avec la racine L5 qui a bien commencé à sortir du foramen L5-S1. Cette hernie, elle vient bien plus en contact et en conflit avec la racine S1 qui est sortie du fourreau dural, qui est passée en quelque sorte dans cette voie de décélération de l'autoroute du canal rachidien, qui se trouve dans le récessus latéral et qui va sortir plus bas dans le premier trou sacré.
hein, on le voit, cette racine S1, dans l'hypothèse où on serait sur le disque L5-S1, qui est libre à droite et qui est en conflit à gauche. Voilà, donc tout ça pour vous dire que dans un siège de hernie, le plus souvent, une hernie en L4-L5 va faire souffrir la racine L5 qui sort un peu plus bas, sauf si, parce que bien sûr ce serait trop simple sinon, sauf si la hernie discale est extrêmement latéralisée derrière l'articulaire, c'est-à-dire dans le foramen. On parlera d'une hernie foraminale qui, elle, pourra venir en conflit avec la racine qui sort au même étage. Donc, pour résumer, j'ai conscience que c'est peut-être un peu difficile, mais pour résumer, une hernie L4-L5 classique paramédiane va rentrer en conflit avec la racine L5 et donner une symptomatologie L5. Une hernie discale toujours en L4-L5, mais très latéralisée dans le foramen, va rentrer en conflit avec la racine qui sort à cet endroit-là, c'est-à-dire la racine L4, et on aura donc une cruralgie L4. Et dans le même raisonnement, une hernie discale L5-S1 paramédiane plus classique va provoquer une souffrance sur la racine S1 qui sort en dessous. Et si elle est très latéralisée, foraminale, voire même un peu en dehors, en extra-foraminale, rentrera en conflit avec la racine L5. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Donc ça, c'est pour la latéralisation de la hernie. On parle aussi de sa position en fonction du ligament commun vertébral postérieur. Et alors après, c'est du vocabulaire, chacun peut avoir un petit peu le sien. Il n'y a pas de définition officielle de ces différents termes. On peut juste avoir une légère protrusion, bulging, en anglais, je ne sais pas où on met exactement la différence. Le disque déborde un petit peu par rapport à la ligne des murs postérieurs. On parlera du hernie quand il y a des bords francs de ce disque dégénératif. Le disque dégénératif qui fait hernie peut rester en arrière du ligament commun vertébral postérieur. On parlera d'une hernie sous-ligamentaire qui peut rester en contact ou non avec le nucleus pulposus. Il faut savoir que cette mise en tension du ligament commun vertébral postérieur est douloureux. C'est la cause principale du lumbago, c'est-à-dire de la douleur lombaire. C'est cette mise en tension du ligament commun vertébral postérieur. Et peut-être qu'on y reviendra dans la clinique, mais vous avez tous probablement déjà vu des patients qui ont très mal au dos avec leur sciatique ou pas, et puis d'un seul coup, la douleur disparaît. La douleur du dos disparaît. Et bien souvent, c'est parce qu'il y a eu une rupture de ce ligament commun vertébral postérieur, ce qui fait que ce ligament commun vertébral postérieur n'est plus en tension, donc il y a une bonne partie de l'origine des douleurs lombaires qui disparaît. Par contre, il n'y a plus de limite pour cette hernie discale qui va pouvoir aller encore plus comprimer le nerf. Et la description classique, c'est ce patient qui a un lumbago très intense avec une sciatique modérée, et d'un seul coup, éventuellement à l'occasion d'un mouvement particulier, il n'a plus de lumbago, mais il est paralysé du pied. Et il se dit, bah, tout va bien, j'ai plus mal. Et il vient en consultation, on lui dit, c'est paralysé depuis très longtemps, on n'est pas sûr que l'intervention soit encore très utile. Alors, il est fondamental, comme vient de le dire Étienne, de bien faire cette corrélation, parce que, bien sûr, quand un malade va être dirigé exclusivement chez le médecin, cette corrélation n'a pas une importance majeure. Même pour nous, chirurgiens, il ne faut pas qu'on se trompe. Il faut qu'on aille au niveau du conflit. C'est pour ça qu'il est fondamental de bien comprendre ce trajet radiculaire qui, là, sur un scanner ou une IRM, on voit des coupes horizontales. Donc, on ne comprend pas bien. Il faut bien comprendre que le nerf descend, comme l'a très bien dit, je ne vais pas le répéter, Étienne. Donc, comme il descend, il a un trajet qui est variable, comme si vous descendez des escaliers, que vous vous blessiez pas aux mêmes étages. Alors, voici effectivement différents types de hernie. Ici, le nerf va être effectivement comprimé à son bon niveau, c'est-à-dire si on est à L4, L5, eh bien, ce sera le nerf L5 qui va être probablement irrité. Ici, on est déjà en foraminal, donc c'est la pénétration foraminale de la racine sous-jacente. Donc, si on est en L4, L5, ça sera la racine L4. C'est fondamental, ça sera une cruralgie.
Et là aussi, c'est extraforaminal, donc on aura une irritation de la racine sous-jacente. Là aussi, tout à l'heure, Étienne vous a parlé de migration hernière, c'est que la hernie peut également monter ou descendre par rapport au canal rachidien. En sous-ligamentaire, elle est contenue, mais elle peut rompre le ligament et donc partir vers le haut ou vers le bas et même se fragmenter. Alors voilà un exemple effectivement de migration vers le haut et voilà l'exemple également d'une migration vers le haut avec une fragmentation. Et je vous montre sur cette diapositive non seulement une migration, mais en plus une fragmentation du matériel discal qui fait qu'on va peut-être trouver un énorme fragment discal sous-jacent, mais il ne faut pas non plus omettre ce fragment discal-là et donc bien voir les images non seulement en coupe horizontale, mais également verticale, pour pas, en tant que chirurgien, si vous êtes amené à opérer malade, omettre un fragment exclu, migré à distance, qui au réveil, vous vous retrouverez avec un malade qui souffre tout autant. Alors, je ne sais pas si Étienne, qui est plus jeune que moi, a eu ce type d'expérience, mais ça m'est arrivé d'oublier un fragment et le malade avait la même douleur en post-opératoire. Bon, je ne dis pas que je vais parler de tous les ennuis, mais on en parlera tout à l'heure. Je crois qu'Étienne, c'est à toi de parler. Alors, on passe à la conduite à tenir. Je vais passer très rapidement sur la clinique, puisque vous faites vous tous de la clinique en permanence. Mais bon, je vous rappelle rapidement, il y a la douleur qui est liée à l'irritation du nerf. Il y a le déficit sensitif et le déficit moteur qui est lié à une atteinte plus importante au niveau des transmissions nerveuses. C'est souvent dans cet ordre-là que ça apparaît, c'est d'abord la douleur, d'abord l'irritation, puis la perte de fonction sensitive, puis dans un deuxième temps, la perte de fonction motrice. Vous savez que la fonction motrice, les motoneurones alpha sont engainés de manchons de myéline, ils sont donc mieux protégés contre la pression. C'est pour ça que c'est souvent dans un deuxième temps qu'apparaît le déficit moteur. Mais ça veut dire aussi que si vous avez un déficit moteur, c'est qu'on a une compression très importante. Ça veut dire que justement cette protection myélinique, elle est dépassée et on est sur une souffrance du nerf qui nécessite probablement, dans un bon nombre de cas, d'avoir recours à une libération. Donc ça, douleur, déficit sensitif, déficit moteur, c'est l'atteinte de un nerf, le nerf L5, le nerf S1, en fonction de la position de la hernie. Parfois, vous avez une hernie qui est tellement importante qu'elle va occuper la totalité du canal rachidien et elle va faire souffrir non seulement les racines qui sortent, qui passent à cet endroit-là, mais également la totalité des autres racines sacrées qui sortent plus bas, S2, S3, S4, qui commandent la sensibilité du périnée et qui commandent l'activité sphinctérienne et l'érection. Donc, j'imagine que vous le savez tous, mais bon, pas faire une formation sur la sciatique sans parler du syndrome de la queue de cheval. Donc, si vous avez des signes de cet ordre-là, atteinte de la sensibilité du périnée ou troubles génito-sphinctériens, vous êtes dans un syndrome de la queue de cheval qui nécessite bien évidemment une prise en charge en extrême urgence sur un plan chirurgical. Voilà. Et de tout ça, il va falloir qu'on réunisse une concordance entre la clinique, est-ce qu'on a un même dermatome qui est atteint, un même myotome qui est atteint, est-ce que ça correspond à l'image que l'on peut voir sur le scanner, sur l'IRM, et c'est avec cette concordance que l'on peut poser un diagnostic correct, vérifier qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher autre chose, et puis dans les situations les plus évoluées, de prendre une décision chirurgicale, parce que bien évidemment, pour prendre cette décision chirurgicale, on sera obligé d'avoir cette concordance entre la clinique et l'imagerie. Il y a souvent des questions sur les examens à réaliser devant une sciatique commune. Alors, il n'y a pas de réponse extrêmement officielle, mais sachez tout de même que le consensus veut que si vous êtes dans une sciatique commune, on va dire simple, non déficitaire, qui n'est pas encore résistant à tous les traitements que vous avez pu mettre en place et pour lequel il n'y a pas des signes inquiétants. Il y a un patient qui a des antécédents de cancer ou qui, par ailleurs, va avoir des pathologies associées très importantes pour lesquelles on pourrait suspecter une corrélation entre ces pathologies. Bien évidemment, même si cette sciatique paraît simple, il faudra faire des examens supplémentaires. Mais si vous restez dans une sciatique simple sans antécédent particulier, il n'y a pas de nécessité de réaliser un examen
une radiographie, par exemple, du rachis n'a pas de justification sur une sciatique simple. Si vous passez au stade d'après, qui est une sciatique un peu plus compliquée, qu'est-ce que j'appelle une sciatique compliquée? C'est soit un déficit moteur coté entre 3 et 5, donc inférieur à 5, mais qui reste quand même supérieur à 3. Ça, c'est une des raisons d'aller un peu plus loin dans les explorations. La deuxième raison, c'est si vous êtes dans la résistance au traitement médical. Le patient a eu des cures d'anti-inflammatoires, éventuellement de corticoïdes, et éventuellement des infiltrations pour avoir des corticoïdes dans la région, et tout ça ne permet pas de faire céder une douleur invalidante. Dans ce cas-là, il y a une justification à faire des examens supplémentaires. Aujourd'hui, je pense que en 2021, en France, l'examen qui doit venir assez facilement, c'est l'IRM lombaire, voilà, sans injection. Maintenant, s'il y a une petite difficulté pour obtenir cette IRM alors que le patient est très douloureux, le scanner peut encore avoir son utilité, mais d'une manière générale, on va assez facilement à l'IRM lombaire non injecté. Sur la base de ces examens, si vous avez le moindre doute sur une instabilité entre les vertèbres, il faudra réaliser des radiographies en charge, et si possible même des radiographies dynamiques, pour vérifier qu'il n'y a pas une mobilité anormale entre les vertèbres, parce que bien évidemment, tout ce qui est imagerie en coupe, que ce soit IRM ou un scanner, est fait allongé sur la table et on peut passer à côté d'une instabilité vertébrale. Mais c'est uniquement en cas de doute, ce n'est pas systématique. Et alors, j'ai mis là un examen encore un petit peu plus compliqué, puisque invasif, c'est la saccoradiculographie. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, il s'agit d'une injection intratécale, donc à l'intérieur du sac dural, d'un produit de contraste. Ce produit de contraste va venir se mettre tout autour des nerfs, dans tout le sac dural, aux émergences de tous les nerfs, sauf aux endroits où les nerfs sont comprimés. Le produit de contraste ne pourra pas se loger entre le nerf et la dure nerf, et on pourra voir une image de soustraction qui correspond à ce conflit entre le disque et la racine. C'est un examen qui peut avoir son utilité chez des patients pour lesquels vous avez clairement une sciatique qui paraît mécanique et pour lequel l'imagerie en coupe allongée en décubitus ne met pas en évidence de conflit. Alors, l'autre avantage de la saccoradiculographie, c'est que vous en profitez parce que vous avez l'aiguille dans le sac dural pour faire une infiltration intratécale de corticoïdes et qui peut avoir également une action thérapeutique en plus de cet objectif diagnostique. Voilà. Puis vous avez un troisième niveau d'indication paraclinique, c'est les critères d'urgence. Soit vous avez une situation de sciatique paralysante et non pas simplement déficitaire. Vous voyez, vous avez une sciatique où la cotation motrice est inférieure à 3/5. On parle de sciatique paralysante, il s'agit d'une urgence. Ou bien vous êtes dans une situation hyperalgique, le patient n'est pas calmé par une titration de morphine bien conduite. Et encore une fois, le syndrome de la queue de cheval. Dans ces trois situations-là, il faut avoir recours à un avis chirurgical. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'on va l'opérer dans tous les cas, mais il faut questionner sur cette indication chirurgicale et obtenir une IRM en urgence pour savoir ce qui se passe. Non, c'est à toi. Alors, le traitement médical, d'abord. Alors, Étienne et moi, on est d'accord, on a vécu beaucoup à l'hôpital, Étienne à Foch et moi à l'hôpital Cochin où j'animais une consultation médico-chirurgicale du rachis avec le professeur, dans le cadre du professeur Maquès et Amor. Donc, effectivement, le processus qui a été à l'origine de la hernie discale, s'il est considéré comme une forme d'entorse, eh bien, on peut imaginer une immobilisation par un corset. Et le processus chimique qui a été responsable de la lésion discale et ensuite de la hernie, ben c'est ce même processus qui va être élément de destruction de la hernie. Alors les rhumatologues nous le disent et nous le répètent, on a vu des malades qui présentaient des sciatiques hyperalgiques avec des énormes fragments. Un an plus tard, il n'y a absolument plus de hernie discale, même si la hernie est exclue migrée, et donc bien une résorption de la hernie discale. Donc, Étienne et moi, nous sommes d'accord. D'abord, un traitement médical bien conduit, bien mené, pour éviter une chirurgie dans la journée. Ça, ce n'est pas du tout retenu dans nos indications opératoires. Alors, comme a dit Étienne, eh bien, il y a des indications qui sont quand même urgentes. Le trouble sphinctérien,
on les voit. Il n'est pas toujours facile à diagnostiquer parce que parfois, bien sûr, c'est le syndrome de la queue de cheval absolument typique, mais il n'est pas toujours facile de faire avouer à un malade qui, notamment, est malade jeune, qui a fait une grosse hernie discale, qu'il a des petites fuites urinaires. Bien sûr, le syndrome de la queue de cheval survient plutôt chez le sujet jeune que chez le sujet âgé. Pourquoi? Parce que le matériel discal est beaucoup plus volumineux et donc quand il y a une hernie, elle peut être importante et donc écraser les nerfs de la queue de cheval que vous avez bien décrit tout à l'heure, Étienne, S1, S2, S3, pardon, S2, S3, S4, et bien évidemment aussi les paralysies aggravantes, parce que après, peut-être qu'on aura des questions sur les paralysies, mais une paralysie qui ne s'améliore pas, pour moi et pour Étienne, elle est chirurgicale. En fait, la sciatique hyperalgique, ben ça, c'est le malade qui considère qu'il est très algique ou pas. Il y a des malades qui ont des symptomatologies absolument abominables, qui souffrent le martyre sous vos yeux et qui refusent la chirurgie. Donc là, c'est vraiment subjectif. C'est le malade qui dit opérez-moi, je n'en peux plus. Alors, non urgente, ben, c'est la sciatique handicapante. Souvent, il y a un premier épisode extrêmement douloureux qui est très bien traité par les kinés et par les rhumatologues, mais le malade reste handicapé. Il a une vie un arrêt de travail prolongé, une vie sociale. Et là aussi, comme a dit Étienne, une concordance radioclinique. Il faut bien savoir que il faut bien évidemment interroger les malades sur le traitement médical. Il est difficile de proposer une chirurgie si le malade n'a même pas tenté le moindre traitement médical. Alors, les gens qui sont opposés à tout médicament, moi, je ne pense pas qu'ils puissent également être candidats à la chirurgie directe. Alors après, se pose la question de la durée. Je ne sais pas si on y répond tout de suite ou après. La durée, ça va être un peu comme le fût du canon, c'est un certain temps. Il n'y a pas de règle officielle entre le moment où on déclare sa sciatique et le moment où on va considérer qu'on est en échec du traitement médical. Est-ce que c'est 15 jours parce que le patient est vraiment trop douloureux et qu'il est en train de flinguer, excusez-moi du terme, son nerf? Est-ce que c'est au bout de 3 mois, de 6 mois de traitement bien conduit? Il n'y a pas de règle officielle. Il faut vraiment adapter la situation en fonction du patient. Déjà, de base, le principe que vous devez retenir, c'est que, bien heureusement, l'immense majorité des sciatiques guérissent grâce à vous, médecins, kinés, ostéopathes. Vous obtenez que la résorption de cette hernie, puisqu'on va finir tous par faire disparaître tous nos disques, la résorption de cette hernie de disque libère le nerf et la douleur disparaît. Donc, pourquoi est-ce que le chirurgien est utile? Le chirurgien, il est utile parce que ce délai de compression du nerf peut provoquer des lésions définitives sur le nerf. Au bout de combien de temps il y a des lésions définitives sur le nerf? C'est finalement la question essentielle pour savoir quand est-ce qu'il faut opérer. Et pour répondre à cette question, il faut se faire une estimation de l'importance en intensité de cette compression. Si vous avez un patient qui a extrêmement mal malgré tous les traitements, il faut suspecter cette compression importante qui va provoquer des lésions définitives. Si vous avez un patient qui a un déficit moteur important, c'est que très vraisemblablement la compression est très importante et si vous ne libérez pas le nerf, vous allez obtenir des lésions nerveuses définitives. Et cette durée, elle est extrêmement variable. On pourrait en parler pendant très longtemps. Je vais me répéter un petit peu, mais si vous avez un patient, même si sa sciatique date d'il y a 2 jours, mais à J1, il y avait déjà le pied qui était un tout petit peu plus faible. À J2, on est à 4 mois sur 5. On est sur un processus évolutif rapide qui est en train de détruire le nerf. Il faut probablement ne pas trop traiter. À l'inverse, vous avez un patient qui a un petit déficit qui est installé depuis des semaines et qui vous dit ça fluctue, parfois ça va mieux. On peut peut-être se permettre d'attendre encore un petit peu. C'est pour ça que là, aujourd'hui, je suis désolé, vous étiez peut-être venu pour ça, mais on ne va pas pouvoir vous dire le délai précis entre le début du traitement médical et le moment où on va dire on est en échec du traitement médical, il faut envoyer le patient pour discuter d'une chirurgie. Alors moi, je rejoins Étienne.
Parce que si vous regardez les annales de la Haute Autorité de Santé, vous direz, mais attends, Bancel nous présente aujourd'hui avec Étienne Miro un délai et une durée. Et il se souvient plus qu'en 1992, sur le plan national, il avait participé à la conférence de consensus. Il était co-auteur avec Bourgeois, chef de service de la Pitié, où il disait que c'était 6 semaines minimum avant de décider la chirurgie de traitement bien conduit. Non, je suis élève de Jean Dubousset et les malades ne sont pas des groupes de malades, les malades sont individuels. Ils ont également, non seulement, comme vient de le dire très justement Étienne, des pathologies variables, mais ils ont des situations sociales variables aussi. Et il faut savoir s'adapter à la situation sociale du malade. Et donc, parfois, on raccourcit le traitement parce que il y a un libéral mécanicien a besoin de retourner à son travail comme un boucher, comme un boulanger. Donc, je rejoins Étienne, en dehors de l'altération définitive du nerf, il faut savoir parler au malade, l'écouter et parfois ne pas respecter ce délai que l'autorité de santé voulait nous imposer, entre guillemets, en 1992. Je crois que je te passe à nouveau la parole. Non, c'est toi qui décris. Alors la chirurgie. Alors la chirurgie, on va être assez schématique et rapide. Bon, actuellement, on est tous d'accord pour une chirurgie mini-invasive. Sur la diapositive du haut, on voit que l'incision, elle est de 4-5 mm. Elle peut être un peu plus grande si le malade a un peu de surpoids. On pourra parler tout à l'heure s'il y a des questions à chirurgie endoscopique. Et puis alors, il y a le microscope. Alors le microscope a été très à la mode et je vais vous répondre de façon extrêmement précise. Il y a bien longtemps, il y avait le PUPH de Beaujon qui s'appelait Bruno Lassalle, et un type extrêmement brillant, qui avait été interrogé sur la mode du microscope en matière de chirurgie du rachis, notamment pour la hernie discale. Il disait qu'il adorait la chirurgie, qu'il adorait aussi l'Italie, et que le diamètre d'une racine, c'est 5 mm. Le diamètre d'un spaghetti ou d'un spaghetto, c'est 5 mm. Alors, il disait avec beaucoup d'humour, dans une conférence qui s'était faite à Cochin, qu'effectivement, quand il mangeait des pâtes, il n'avait pas besoin du microscope. Alors, pour la hernie discale, je ne sais pas si toi, tu utilises beaucoup le microscope, sauf quand il y a des visiteurs pour partager l'écran, mais autrement, il n'y a pas d'indication, à la différence de la neurochirurgie avec des tumeurs intratécales, d'utiliser de façon systématique le microscope. Pour moi, il n'y a pas d'indication au microscope. Il y a effectivement quelques rares situations. On a toujours à disposition un moyen pour pouvoir avoir une scopie augmentée. C'est dans des situations de brèche qu'il faut aller chercher très précisément. On a ça bien sûr à disposition, mais effectivement, dans l'immense majorité des cas, on n'a pas besoin d'un microscope pour voir une racine et une hernie. Alors, quelques mots sur le suivi post-opératoire, parce que bien sûr, les patients qu'on aura opérés seront probablement entre vos mains aussi. Vous avez des complications qui sont souvent, qui sont rares, mais qui sont précoces, qu'il faut évoquer. Il y a l'hématome dans le foyer opératoire. Le plus souvent, c'est quand le patient est encore hospitalisé. Il y a le problème de la brèche durale, c'est-à-dire qu'au moment où on va séparer la hernie discale et la racine nerveuse enveloppée du nerf, il peut arriver qu'il y ait des adhérences, soit parce que ça a été très inflammatoire, soit parce que ça a déjà été opéré. Et ces adhérences entre la coque de la hernie et la dure-mère qui entoure la racine peut provoquer des déchirures avec une fuite de liquide cérébrospinal. On arrive toujours à régler le problème. Ça prolonge un petit peu l'hospitalisation. Il y a de rares cas où cette fuite se révèle après la sortie d'hospitalisation. Il faut savoir le détecter, bien évidemment. Si vous avez une voussure importante au niveau du dos, voire un écoulement de LCR, il faut savoir très rapidement renvoyer au chirurgien. Vous avez la récidive précoce, c'est-à-dire qu'on ne retire pas la totalité du disque quand on opère une hernie discale. On a montré que si on essayait de retirer la totalité du disque, certes, on avait moins de récidives, mais on avait des douleurs importantes parce qu'on avivait des plateaux, on avait des phénomènes inflammatoires au niveau des vertèbres, et il ne faut surtout pas tenter de retirer la totalité du disque. Et donc, ce compromis de ne pas retirer la totalité du disque, c'est d'avoir un petit pourcentage, globalement, vous verrez qu'on est à peu près à 7% en quelques années de récidives. Quelquefois, ces récidives sont hyper précoces, c'est-à-dire qu'il y a un fragment de disque qui a été oublié quelque part parce qu'on essaye justement de faire une voie d'abord la plus petite possible. Quelquefois, on oublie un petit fragment. C'est assez rare. Il faut savoir le détecter. Et encore plus rare, vous pouvez avoir une aggravation neurologique du patient, non pas parce qu'on lui a coupé la racine, c'est pas notre genre, mais parce qu'on va intervenir sur une racine nerveuse qui est déjà en souffrance,
qui est déjà dans une situation, on va dire, vasculaire et inflammatoire qui peut être un petit peu limite. Et donc, ce geste chirurgical qui consiste à pousser la racine nerveuse pour aller chercher la hernie qui se trouve en avant et donc derrière le nerf, peut, dans de rares cas, on est largement inférieur à 1% de probabilité, peut provoquer une aggravation du déficit neurologique. C'est ce qui inquiète tous nos patients qu'on voit en consultation préopératoire. Ils s'inquiètent de sortir en chaise roulante. Moi, j'ai jamais vu ça sur une hernie discale. On leur dit quand même qu'il y a une petite probabilité pour qu'il y ait une aggravation du déficit neurologique. Avec l'intervention chirurgicale, cette probabilité elle est très largement inférieure à 1%. Sans l'intervention chirurgicale, c'est-à-dire si on laisse votre hernie appuyée sur votre nerf, on est dans des probabilités qui sont plutôt autour de 20, 30, 50% en fonction de la conformation de cette hernie. Donc, on est obligé d'en parler, bien évidemment, mais ce problème d'aggravation neurologique lié au geste chirurgical est exceptionnel et d'une probabilité largement inférieure à l'abstention chirurgicale. Alors, il ne faut pas confondre toutes ces complications que j'évoque là avec les séquelles neurologiques qui sont liées à la compression prolongée sur la racine. Et on va rejoindre à nouveau tout la discussion qu'on a eue sur la durée et pourquoi est-ce qu'il faut opérer pas forcément trop tard. C'est parce que quand vous avez un nerf qui est très abîmé, eh ben, il va laisser des douleurs séquelaires définitives. Le câble électrique, le câble réseau, là, il a des courts-circuits. Vous avez retiré la compression, certes, mais ça ne fonctionne pas bien. Et donc, vous avez des douleurs, et ce sera notre conclusion à la fin. Mais souvent, les patients qui sont déçus et qui gardent des douleurs neuropathiques, c'est parce qu'ils ont été opérés trop tard. Alors, quelques mots, toujours dans ce registre du post-opératoire, pour nos multiples amis kinésithérapeutes qui nous regardent. Sachez qu'on peut faire sur une hernie discale classique et simple un lever vraiment très précoce. Maintenant, on dit plutôt H1, H2. On fait des hernies discales maintenant en ambulatoire, on les lève à H2, ils peuvent rentrer chez eux le soir, dans certaines situations. Donc, il n'y a aucun souci, il n'y a pas d'instabilité, il n'y a pas de risque particulier. Par contre, les mobilisations excessives qui viendraient mettre des rotations ou des tractions importantes sur l'annulus qui est en cours de cicatrisation, il faut les éviter pendant, alors c'est pareil, c'est toujours un certain temps, mais on va dire 2-3 semaines où il faut vraiment aller doucement dans ce qui est flexion, extension, rotation, commencer un peu secondairement en respectant un minimum de ne pas avoir trop mal. Ce qui est très important pour nos patients, je l'ai cité là, c'est de faire surtout dans cette phase précoce de l'apprentissage. Comment est-ce qu'on se sert de son dos? Comment est-ce qu'on porte des charges? Comment est-ce qu'on ramasse quelque chose par terre? Comment est-ce qu'on se positionne contre un mur pour mettre sa chaussette? Tout ça est vraiment très important parce que c'est ça qui conditionne le pronostic à long terme, à la fois à l'étage opéré, mais aussi à tous les autres disques qui sont encore à peu près normaux chez le patient. Voilà, j'ai parlé de renforcement, on a évoqué aussi les positionnements, la lutte contre les contractures, c'est souvent quelque chose qu'on évoque en post-opératoire avec les patients. Il ne faut pas que le patient s'enquiste dans sa douleur post-opératoire, il y a forcément une contracture, même en faisant un abord mini-invasif réduit, on a quand même traversé les muscles, il y a une réaction qui est inévitable de contracture paravertébrale. Il faut lutter contre cette contracture, à la fois par cette physiothérapie et puis par des antalgiques. Là, c'est plutôt un message pour les médecins généralistes qui prennent en charge les patients derrière nos interventions, que ce soit hernie discale ou d'autres interventions. Il ne faut pas limiter les antalgiques. Si on limite les antalgiques, on entretient la contracture. Il faut donner suffisamment d'antalgiques pour que les muscles soient informés qu'il n'y a plus de raison d'être dans cette alarme, il n'y a plus besoin de se contracturer. On va lever la contracture et là, simplement, on pourra diminuer progressivement les antalgiques. Alors, pour le pronostic, les résultats sont bons, à condition que le nerf ne soit pas trop abîmé. C'est toujours le message principal. Vous voyez, sur les grandes séries, on a une disparition de la douleur radiculaire dans l'immense majorité des cas, 94% des cas. Et
Donc ça, c'est immédiat et à moyen terme, dans 70 à 80%, une bonne évolution. Quand on prend toute cette série, on voit que le traitement chirurgical améliore très nettement ces patients et que ça se maintient avec le temps. Voilà, encore quelques données qui vous permettent de confirmer cette efficacité chirurgicale lorsque l'indication est bien posée. Et un mot sur les récidives. Sachez que lorsque vous avez une récidive de hernie discale, c'est-à-dire du même côté, au même niveau, dans un délai limité par rapport au premier épisode, il est tout à fait possible d'intervenir à nouveau lorsqu'il y a les critères d'indication chirurgicale. Les résultats, alors les fréquences, vous voyez, on les a affichées ici. C'est souvent, le chiffre qui est souvent retenu, c'est 7% dans les 2 premières années, mais ça devient beaucoup plus rare avec la suite. Et les résultats en termes d'efficacité fonctionnelle sont également bons sur une deuxième discectomie. Vous voyez, 75% de bons résultats, sauf lorsque vous avez une situation où le patient n'a pas du tout été amélioré par la première intervention. Et c'est dans ces situations-là qu'on peut être amené à discuter une arthrodèse, soit dès la deuxième intervention, soit un peu plus tard. C'est un peu compliqué, ce n'est pas le sujet. Voilà sur le pronostic. Et une diapo pour conclure. Les messages qu'on voulait que vous gardiez à la suite de cette présentation avec Philippe, c'est de bien retenir les urgences qui doivent orienter vers une prise en charge chirurgicale. J'espère qu'on a pu répondre à peu près aux indications d'examen complémentaires dans différentes situations. Retenez quand même qu'il y a des indications qui, sans être totalement urgentes, nécessitent probablement d'avoir recours à une décompression, et quand je dis décompression, c'est le chirurgien, avoir recours à une décompression sans trop tarder, parce que il faut savoir que quand un nerf est fortement comprimé, c'est comme dans le cerveau, l'analogie avec l'accident vasculaire est assez similaire, c'est des neurones qui sont comprimés de façon importante, qui meurent, et donc retenez quand même qu'il y a des situations où, si vous avez des signes d'une compression importante, il ne faut pas trop tarder à se poser la question d'une chirurgie. On a tous les deux l'expérience. Les patients les plus déçus, c'est les patients qui ont retardé l'intervention chirurgicale. Ils sont étonnés de garder des douleurs. On les revoit en consultation post-opératoire, on est navré pour eux, mais on leur dit, bah oui, mais le nerf est abîmé, très clairement, le nerf était abîmé, vous aviez un déficit moteur, même partiel, c'est pour nous le signe d'une compression importante. Et donc, on n'est pas très étonné, on est navré, mais on n'est pas très étonné de la situation de cette évolution. Voilà, tu as des choses à rajouter sur ces messages pour insister. Non, les messages, c'est comme a bien insisté aussi Étienne, une coopération. Coopération, comme vous avez pu voir, avant tout geste chirurgical, Étienne et moi, on a des relations très étroites avec nos kinés, même des infirmières, les rhumatologues et les médecins généralistes. J'insiste particulièrement, mon père était généraliste, donc je sais ce que c'est qu'être généraliste. Et effectivement, aussi une bonne communication avec les malades, parce que là aussi, Étienne l'a dit, les malades sont toujours étonnés d'avoir des douleurs dites de désinfermentation, mais quand on les interroge, pourquoi avez-vous attendu si longtemps? Donc, je rejoins Étienne pour ne pas répéter les mêmes choses qu'Étienne. Oui, on est parfaitement d'accord et je pense qu'on peut vous offrir ce service tous les deux en accord probablement avec ce que vous pensez également. Et je vous remercie de la gentillesse de nous avoir écoutés.